Dans un restaurant où règne le luxe, une employée est humiliée par un client arrogant qui la défie de parler japonais. Avec calme et dignité, elle répond par une phrase qui fait taire la salle et désarme le pouvoir de son provocateur. À partir de ce moment, une histoire de respect et de rédemption commence à transformer des vies pour toujours. Le soleil de fin d'après-midi peignait l'horizon de Paris de tons orangés lorsqu'Aline Dubois ajusta une dernière fois l'arrangement de lys sur la table centrale du Sakura, restaurant qu'elle avait hérité de sa mère, Mireille. Situé au cœur du quartier asiatique du 13e arrondissement, le quartier qui abritait la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon, le Sakura était plus qu'un restaurant de haute gastronomie franco-japonaise. C'était un morceau de l'histoire de sa famille, gravé dans du bois de chêne et servi dans de la porcelaine délicate. « Tout est parfait, Aline. Comme toujours », commenta Pierre Martin, le sous-chef et ami d'enfance, en ajustant le revers de son uniforme impeccablement blanc. Aline sourit discrètement, passant ses doigts dans ses cheveux noirs et lisses, attachés en un chignon traditionnel. À 32 ans, elle portait sur son visage des traits délicats qui mêlaient son héritage japonais à son héritage français. Ses yeux en amande, hérités de sa mère, contrastaient avec ses lèvres pleines et son nez plus proéminent qu'elle tenait de son père. « Ma mère disait que l'ambiance prépare l'esprit à recevoir la nourriture », répondit-elle, en arrangeant le kimono moderne bleu marine qu'elle portait comme uniforme. « Aujourd'hui, nous avons des réservations importantes. Le groupe d'Auguste Dumas vient célébrer la conclusion de ce contrat avec les Chinois. » Pierre leva les yeux au ciel avec une discrète désapprobation. Ces gens de l'entreprise immobilière préparent l'esprit et la patience. Aline se contenta d'acquiescer, conservant l'expression sereine qu'elle avait appris à cultiver depuis son enfance. Mireille lui avait toujours enseigné que la véritable élégance résidait dans la capacité à maintenir sa dignité, surtout face à ceux qui ne la démontraient pas. Le restaurant commença à accueillir ses premiers clients. Des hommes d'affaires en costumes coûteux, des couples célébrant des anniversaires de mariage, des touristes curieux de découvrir ce que les guides gastronomiques appelaient l'expérience la plus authentique de la cuisine japonaise avec des touches françaises. Aline recevait tout le monde avec le même respect, une légère révérence, un sourire contenu, des mots soigneusement choisis. Peu après 9 heures, le tintement des cloches à la porte annonça l'arrivée d'un groupe de 6 hommes. À leur tête, Auguste Dumas avançait avec l'assurance de celui qui est habitué à ce que les portes s'ouvrent à son passage. Grand, avec des cheveux gris stratégiquement coupés pour transmettre l'expérience sans révéler un âge avancé, il portait un costume bleu marine qui, même de loin, dénonçait la signature d'un tailleur italien. « Bonsoir, soyez les bienvenus au Sakura », les salua Aline en s'inclinant légèrement. Auguste la regarda à peine, ses yeux parcourant l'environnement avec la froideur de celui qui évalue une propriété à acheter. Les autres hommes le suivaient dans un silence respectueux, comme des planètes orbitant autour d'un soleil autoritaire. « Table pour 6, réservation au nom de Dumas Incorporation », déclara-t-il, sans toujours diriger son regard vers Aline. « Certainement, monsieur Dumas. S'il vous plaît, suivez-moi. » Elle les guida vers une table circulaire positionnée près de la fenêtre, qui donnait sur le petit jardin japonais à l'arrière du restaurant. La lumière des lanternes de pierre éclairait un chemin de dalles entre des cerisiers et un petit étang avec des carpes colorées. Tandis qu'elle installait les clients, Aline remarqua qu'Auguste semblait de plus en plus inquiet, regardant autour de lui comme s'il cherchait des défauts dans l'environnement. « Souhaitez-vous commencer par une boisson ? Nous avons une sélection de sakés artisanaux qui s'accordent parfaitement avec notre menu dégustation. » C'est alors qu'Auguste fixa enfin son regard sur elle. Il n'y avait ni chaleur ni sympathie dans ses yeux bruns, seulement la froideur calculée de quelqu'un habitué à tester les limites. « Vous parlez japonais ?» demanda-t-il brusquement. Aline garda une expression neutre, bien que ses doigts se soient légèrement tendus autour du petit plateau qu'elle portait. « Oui, monsieur. » Un sourire ironique se forma sur les lèvres d'Auguste. Se tournant vers ses accompagnateurs, il commenta d'une voix assez forte pour que les tables proches puissent l'entendre. « Nous allons tester l'authenticité de cet endroit, messieurs. Après tout, nous célébrons un accord avec les Orientaux. Rien de plus approprié que d'être servis comme eux. » Les autres hommes rirent discrètement, certains visiblement mal à l'aise, d'autres clairement amusés par la provocation qui s'annonçait. Se tournant vers Aline, Auguste parla en français, articulant chaque mot avec une clarté exagérée. « Je veux être servi en japonais. À partir de maintenant,
Je ne vous parlerai qu'en japonais. Le rire contenu de l'un des hommes les plus jeunes à table résonna dans l'ambiance qui semblait soudainement s'être tue. Aline sentit les regards des autres clients, un mélange de curiosité et d'inconfort face à la scène qui se déroulait. Inspirant profondément, elle se rappela les mots de sa mère. « Quand quelqu'un essaie de te priver de ta dignité, c'est là que tu dois t'y accrocher le plus. »« Faosu, comme vous préférez, monsieur, » répondit-elle calmement en français, gardant son regard fixe et serein. Auguste sembla momentanément déconcerté par l'absence de réaction, mais se ressaisit rapidement. « Watashi wa sashimi tusake ga hoshi desu » dit-il dans un japonais clairement appris par cœur, avec un accent prononcé et une construction grammaticale rudimentaire qui signifiait essentiellement « je veux du sashimi et du saké ». Les autres hommes à table semblaient impressionnés, à l'exception d'un monsieur plus âgé qui gardait les yeux baissés comme s'il cherchait à se distancier de la situation. Aline resta immobile pendant quelques secondes, soutenant son regard avec une fermeté qui contrastait avec la délicatesse de sa posture. L'ambiance, auparavant remplie de conversations animées et du doux son du shamisen joué en arrière-plan, semblait désormais suspendue dans l'attente. « Je prendrai d'abord les commandes des autres messieurs, » dit-elle finalement en français, d'une voix calme et claire, et commença à circuler autour de la table, notant méticuleusement les commandes des autres hommes, qui semblaient soulagés d'échapper momentanément à la tension créée. Quand elle revint vers Auguste, il la fixait avec un mélange d'irritation et de curiosité. « Et pour vous, monsieur ?» demanda-t-elle en français, le stylo posé sur le bloc-notes. « J'ai déjà passé ma commande, » répondit-il sèchement. « Oui, vous avez demandé du sashimi et du saké, mais nous avons 15 variétés de sashimi et 23 types de saké, à moins que vous ne préfériez que je choisisse en fonction de ce qui, selon moi, correspond le mieux à votre personnalité. » Un silence stupéfait parcourut la table. Quelqu'un étouffa un rire. L'homme le plus âgé leva enfin les yeux, une étincelle d'intérêt dans ses yeux fatigués. Auguste ajusta sa posture, clairement peu habitué à être confronté, même de manière aussi subtile et polie. « Surprenez-moi » défia-t-il, d'un geste désinvolte de la main. Aline acquiesça et, avant de s'éloigner, s'inclina légèrement. Dans un japonais parfait avec la musicalité et les nuances que seul un locuteur natif maîtrise, elle murmura « Kintsugi wa wareta mono wo kinpaku de tsukuru to suru geijutsu desu. Orinasai koto wo utsukushiku suru uhu desu. » Le kintsugi est l'art de réparer ce qui est brisé avec de la poudre d'or. C'est une façon de rendre la brisure belle. Le changement dans l'expression d'Auguste fut subtil, mais indéniable. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Un muscle trembla au coin de sa bouche. Un instant, le voile d'arrogance sembla se rompre, révélant quelque chose qu'Aline ne s'attendait pas à voir. La reconnaissance. Elle s'éloigna vers la cuisine, sentant le poids de son regard la suivre. Pierre, qui observait la scène de loin, s'approcha rapidement. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» demanda-t-il à voix basse, tandis qu'ils traversèrent les portes de la cuisine. Aline respira profondément avant de répondre. « J'ai parlé de kintsugi. Cet art de réparer la porcelaine cassée avec de l'or ? Oui, j'ai dit que c'est l'art de réparer ce qui est brisé avec de l'or, transformant l'imperfection en beauté. » Pierre la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Et pourquoi cela l'a-t-il tant affecté ?» Aline marqua une pause, ses yeux momentanément perdus dans un souvenir lointain. « Parce que c'était la première phrase que ma mère a enseignée au fils de sa patronne au Japon. Un garçon orphelin de mère qui avait cassé un vase de porcelaine ancien et pleurait désespérément, craignant d'être puni. Souvenir en porcelaine. » Dans la cuisine du Sakura, Aline supervisait personnellement la préparation des plats, ses mouvements précis et efficaces comme une danse répétée pendant des années. Pierre l'observait toujours avec curiosité, organisant la mise en place pour les prochaines commandes, tout en traitant la révélation qu'elle venait de faire. « Vous êtes en train de dire que vous connaissez cet homme, Auguste Dumas ?» demanda-t-il finalement, gardant la voix basse pour que seule Aline puisse l'entendre. Elle secoua la tête, ajustant la disposition des tranches de thon sur un lit de glace. « Je ne le connais pas, mais ma mère, oui. Elle a travaillé pour sa famille pendant près de 5 ans à Tokyo, avant ma naissance. » Ses doigts s'arrêtèrent un instant sur la porcelaine blanche. Elle s'est occupée de lui quand il était adolescent, après le décès de sa mère. Pierre siffla doucement. « Et il ne vous a pas reconnu? Comment aurait-il pu? Je suis né après qu'elle soit revenue en France. Il ne sait probablement même pas que j'existe. » Aline reprit son travail,
ajoutant maintenant de petites feuilles de shiso entre les tranches translucides de poisson. Mais je l'ai reconnu sur les photographies. Ma mère en gardait une de lui à 16 ans aux côtés de son père. La porte de la cuisine s'ouvrit, et Martine, l'une des serveuses les plus expérimentées, entra avec une expression préoccupée. « Aline, cet homme en costume bleu demande qui est la propriétaire du restaurant. » Un silence tendu s'abattit sur la cuisine. Aline respira profondément, s'essuya les mains sur son tablier immaculé et acquiesça. « Dites que je m'occuperai d'abord de leur commande, et ensuite je me présenterai. » Quand Martine sortit, Pierre tint doucement le bras d'Aline. « Vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de gérer ce type. » Elle sourit, un sourire contenu qui n'atteignait pas complètement ses yeux. Ma mère disait toujours qu'il y a des moments où notre chemin croise celui de personnes du passé pour une raison. Il est peut-être temps de découvrir laquelle. Pendant ce temps, à la table principale, Auguste Dumas restait étrangement silencieux. Ses partenaires d'affaires, percevant le changement dans son comportement, tentaient de combler le vide avec des conversations sur le contrat récemment conclu avec des investisseurs chinois. Un projet immobilier qui transformerait 3 pâtés de maisons du quartier de la Défense en un complexe polyvalent de luxe. 40 millions d'euros rien que pour la première phase, commentait avec enthousiasme Renaud Fournier, le plus jeune du groupe. Les Chinois ont été impressionnés par la présentation, Auguste. Votre observation sur la similitude entre leur philosophie d'harmonie et notre concept de design était géniale. Auguste se contenta d'acquiescer distraitement, ses yeux fixés sur la porte de la cuisine. Son visage, habituellement composé et calculé, trahissait désormais une inquiétude inhabituelle. Charles Leblanc, le plus âgé du groupe et mentor d'Auguste au début de sa carrière, l'observait avec curiosité. Se penchant discrètement, il murmura « Quelque chose ne va pas, mon ami ? Vous semblez avoir vu un fantôme. » Auguste se tourna vers lui, hésitant comme il se le permettait rarement. Cette phrase en japonais, sur le kintsugi. Une seule personne me l'a dit auparavant. Charles haussa un sourcil gris. Et qui serait-ce? Une femme qui a travaillé pour ma famille à Tokyo, quand j'avais 16 ans. Auguste secoua la tête, comme s'il tentait d'éloigner un souvenir gênant. Mais c'est impossible. Elle aurait plus de 70 ans maintenant. Avant que Charles ne puisse répondre, les premiers plats arrivèrent à table. Un défilé de couleurs et de textures, arrangé avec une précision artistique. Le plat destiné à Auguste vint en dernier, une composition de sashimi premium sur un lit de glace sculpté à la main, avec une petite fleur de sakura taillée dans une betterave au centre. À côté, une bouteille de saké artisanal d'Akita, glacée à la température exacte, connue pour sa douceur et ses notes de poire. La chef demande d'apprécier en silence le premier moment avec la nourriture, expliqua Martine en servant. Elle estime que la saveur mérite toute l'attention des sens. Les hommes d'affaires échangèrent des regards surpris, mais obéirent. Dans le silence qui suivit, Auguste observa le plat devant lui. La disposition des éléments, l'attention aux détails, tout transmettait plus que de la technique. Il y avait un soin presque révérencieux, une dignité silencieuse qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. En goûtant, des exclamations contenues d'approbation circulèrent autour de la table. Même Auguste, habitué aux repas dans des restaurants étoilés du monde entier, ne put dissimuler sa surprise face à l'explosion de saveurs parfaitement équilibrées. Quand ils eurent terminé l'entrée, Aline émergea enfin de la cuisine. Elle s'approcha de la table à pas mesurés, conservant la posture élégante que sa mère lui avait enseignée depuis l'enfance. En arrivant, elle fit une légère révérence. « Bonsoir, messieurs. Je suis Aline Dubois, propriétaire et chef exécutif du Sakura. J'espère que vous appréciez l'expérience. » Les hommes d'affaires la saluèrent avec enthousiasme, louant avec effusion la nourriture. Seul Auguste resta silencieux, ses yeux fixés sur son visage, comme s'il cherchait quelque chose de familier dans ses traits. « Votre cuisine est exceptionnelle, » dit-il finalement, sa voix dépourvue de l'arrogance précédente. « Où avez-vous appris à cuisiner ainsi ?»« Avec ma mère, principalement, » répondit Aline, soutenant son regard. « Elle a appris au Japon, où elle a travaillé de nombreuses années avant de revenir en France. » Auguste se pencha légèrement en avant, une urgence contenue dans ses mouvements. « Et votre japonais? C'est impressionnant. Peu de non-natifs atteignent cette fluidité. Je l'ai aussi appris avec ma mère. Elle insistait pour que je garde vivant la langue et les traditions. » Un silence lourd de sens plana entre eux. Les autres hommes à table semblaient sentir la tension, alternant des regards curieux entre Auguste et Aline. « La phrase que vous avez dite,
dit finalement Auguste, sa voix presque un murmure. Sur le kintsugi. Où l'avez-vous entendu? Aline s'autorisa un petit sourire, un geste qui transforma son visage austère en quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Ma mère la répétait souvent. Elle disait l'avoir apprise d'un jeune garçon japonais qui avait cassé un vase ancien de la famille. Elle lui avait expliqué que le vase serait réparé avec de la laque dorée, devenant ainsi plus précieux et plus beau d'avoir été brisé et réparé. Le visage d'Auguste pâlit visiblement. Sa main tenant le verre de saké trembla légèrement. « Quel était le nom de votre mère ?» demanda-t-il, la voix contrôlée, mais avec un tremblement presque imperceptible. « Mireille », répondit Aline, « Mireille Dubois. » Auguste ferma brièvement les yeux, comme si le nom l'avait frappé physiquement. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. La dureté habituelle remplacée par une vulnérabilité qui semblait déplacée sur son visage habituellement impassible. « Mireille », répéta-t-il le nom avec une révérence surprenante. « Elle est ici, au restaurant ?» Une ombre de tristesse traversa le visage d'Aline. « Ma mère est décédée il y a 5 ans. Ce restaurant était son rêve. Je ne fais que le continuer. » Auguste acquiesça lentement, un geste lourd de compréhension. Un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus, mais se retint. Au lieu de cela, il se redressa sur sa chaise et, à la stupéfaction de ses compagnons, inclina la tête dans une révérence respectueuse envers Aline. « Je m'excuse pour mon comportement précédent, » dit-il, chaque mot prononcé avec une clarté délibérée. C'était inapproprié. La table entière semblait s'être figée devant les excuses d'Auguste Dumas, un homme connu pour son intransigeance et son refus d'admettre ses erreurs. Charles Leblanc observait la scène avec un intérêt renouvelé, un léger sourire apparaissant sous sa moustache grise. Aline accepta les excuses d'un hochement de tête discret. « Je vous remercie, monsieur Dumas. Maintenant, si vous me le permettez, je retournerai en cuisine pour superviser la préparation du plat principal. J'espère que vous continuerez à apprécier la soirée. » Tandis qu'elle s'éloignait, Auguste la suivit du regard, une expression indéfinissable sur son visage. Quand elle disparut dans la cuisine, il se tourna pour trouver Charles l'observant attentivement. « Je n'ai jamais vu Auguste Dumas s'excuser en 30 ans d'amitié, » commenta le plus âgé à voix basse. « Cette jeune femme a dû toucher quelque chose de profond pour accomplir cet exploit. » Auguste ne répondit pas immédiatement. Ses doigts traçaient distraitement le contour de la petite porcelaine de saké devant lui. « J'ai connu sa mère à Tokyo, quand mon père étendait ses affaires au Japon, » dit-il finalement. « J'avais 16 ans, j'avais récemment perdu ma mère, et mon père était trop occupé à construire l'empire pour remarquer le fils qui s'effondrait. » Il fit une pause, prenant une gorgée de saké avant de continuer. Mireille a été la seule personne à voir au-delà de la façade du garçon rebelle. Elle m'a appris le kintsugi quand j'ai cassé un vase de la dynastie Ming dans un accès de colère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de me réprimander, elle m'a montré comment les cicatrices font partie de l'histoire d'un objet et d'une personne. Comment la beauté naît souvent des imperfections réparées avec soin. Auguste secoua la tête, un sourire nostalgique apparaissant brièvement. Ce fut la première fois que quelqu'un me traitait non pas comme l'héritier Dumas, mais simplement comme un adolescent confus et blessé. Charles acquiesça avec compréhension. Et le vase? Elle l'a réparé personnellement. C'est devenu l'une de mes possessions les plus précieuses. Auguste regarda en direction de la cuisine, une détermination renouvelée dans son regard. Je dois parler à sa fille correctement, sans public. Pendant ce temps, dans la cuisine, Aline travaillait méthodiquement. Mais son esprit était loin des casseroles et des couteaux. Pierre s'approcha, posant une main douce sur son épaule. « Vous allez bien ?»« Qu'est-ce qui s'est passé dehors ?» Aline respira profondément avant de répondre. « Il a connu ma mère. Et apparemment, elle a signifié quelque chose d'important pour lui. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Pierre, révélant un mélange d'émotions qu'elle permettait rarement aux autres de voir. Toutes ces histoires qu'elle racontait sur le garçon, qui est devenu un homme partagé entre deux mondes. C'était lui, Pierre, Auguste Dumas, le même qui a tenté de m'humilier aujourd'hui. Et maintenant? Aline regarda le petit hôtel dans le coin de la cuisine, où une photographie de Mireille souriait sereinement à côté d'un arrangement de fleurs fraîches. Maintenant, je prépare le meilleur dîner qu'il ait jamais goûté, parce que c'est ce que ma mère aurait fait, la valeur de la dignité. Le reste de la soirée se déroula dans un étrange ballet de courtoisie et de tension contenue.
À chaque nouveau plat servi à la table d'Auguste, l'homme d'affaires semblait de plus en plus plongé dans des pensées lointaines, répondant automatiquement aux tentatives de conversation de ses collègues. Ses yeux se tournaient fréquemment vers l'entrée de la cuisine, comme s'il s'attendait à ce qu'Aline réapparaisse à tout moment. Lorsque le dessert fut servi, une délicate interprétation du dorayaki traditionnel, avec une garniture de confiture de lait au lieu de la pâte de haricots traditionnelle. Auguste sembla enfin prendre une décision. Il appela discrètement la serveuse la plus proche. « S'il vous plaît, demandez à la chef Aline de m'accorder quelques minutes, après que nous ayons terminé, en privé si possible. » La serveuse acquiesça poliment et disparut dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, alors que le groupe terminait son café, elle revint avec un petit mot écrit sur du papier washi artisanal. « Retrouvez-moi dans le jardin à l'arrière après la fermeture. 23h30. AD. » Auguste plia soigneusement le billet et le rangea dans la poche intérieure de sa veste. Charles, observant le geste, haussa un sourcil interrogateur, mais ne fit aucun commentaire. Lorsque le groupe se leva finalement pour partir, Renaud insista pour que tous continuent la célébration dans un bar à cocktail voisin. Auguste refusa poliment, invoquant la fatigue après les intenses négociations des derniers jours. « Je suis surpris », commenta Renaud tandis qu'ils attendaient leurs voitures au service de voiturier. « D'habitude, vous êtes le dernier à vouloir terminer une soirée de célébration. » Auguste haussa les épaules, son regard distrait parcourant la rue remplie d'établissements aux enseignes en idéogrammes japonais. Parfois, le silence est plus nécessaire que la célébration. Les autres hommes d'affaires prirent congé, ne laissant que Charles, qui attendait le même chauffeur qu'Auguste. « Ce ne sont pas mes affaires, » commenta le plus âgé lorsqu'ils furent seuls, « mais je reconnais quand quelque chose ou quelqu'un vous touche. Et cette jeune femme a clairement touché quelque chose que vous avez gardé bien caché. » Auguste ajusta les poignets de sa chemise, un geste qu'il faisait toujours lorsqu'il se sentait mal à l'aise. « C'est compliqué, Charles. J'ai connu sa mère à un moment vulnérable de ma vie. Et maintenant, vous avez trouvé la fille. Quel hasard extraordinaire. »« Je ne crois pas au hasard, » répondit Auguste, son regard désormais fixé sur la façade du Sakura, où les lumières commençaient à s'éteindre à mesure que les derniers clients partaient. « Mais je ne sais pas non plus expliquer pourquoi je suis arrivé juste dans ce restaurant aujourd'hui. » Charles sourit, la sagesse de ses 70 ans brillant dans ses yeux fatigués. « Peut-être que certaines personnes entrent dans nos vies 2 fois, une pour planter la graine, une autre pour nous montrer ce qui a poussé. » Avant qu'Auguste ne puisse répondre, le chauffeur arriva avec la Mercedes-Benz noire. Charles prit congé d'une tape sur l'épaule de son ami. « Quoi que vous ayez à lui dire, rappelez-vous, l'humilité n'a jamais diminué personne. » Auguste regarda la voiture de Charles s'éloigner avant de vérifier l'heure. 23h10. Il congédia son propre chauffeur, prétextant qu'il marcherait un peu pour digérer ce repas exceptionnel. Lorsque le véhicule disparut au coin de la rue, il fit le tour du pâté de maison, revenant au Sakura par une rue latérale. Le restaurant était désormais complètement dans l'obscurité, à l'exception d'une douce lumière provenant du jardin à l'arrière. Auguste contourna le bâtiment, trouvant un petit portail en bois entrouvert. Le jardin japonais était encore plus impressionnant la nuit. Des lanternes de pierre créaient un chemin éclairé par une lumière ambrée entre des arbres soigneusement taillés, se reflétant dans les eaux sereines du petit étang. Sur un pont en bois rouge arqué, Aline attendait, portant toujours le kimono bleu marine, mais maintenant les cheveux lâchés, encadrant son visage dans une cascade noire qui atteignait le milieu de son dos. Auguste ressentit une étrange familiarité en la voyant ainsi. Un instant, elle aurait presque pu être Mireille des décennies plus tôt, attendant patiemment de lui offrir un thé pendant qu'il se défoulait de ses frustrations d'adolescent. « Merci d'être venu, » dit-elle lorsqu'il s'approcha, sa voix calme brisant l'enchantement du souvenir. « Merci pour l'invitation, » répondit-il, s'arrêtant à quelques pas. Votre mère appréciait aussi les conversations dans les jardins. Elle disait que la nature équilibre les mots. Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Aline. Elle a gardé cette habitude jusqu'à la fin. Notre appartement avait un minuscule balcon, mais elle a réussi à le transformer en un oasis de plantes et un seul cerisier nain. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Tous deux semblaient avoir besoin de ce moment pour absorber l'étrangeté de la rencontre. « Je ne savais pas que Mireille avait une fille, » dit finalement Auguste. « Quand elle a quitté Tokyo, elle était enceinte de 2 mois, » compléta Aline, ses doigts traçant distraitement la rampe en bois du pont.
Mon père était un chef français qu'elle a rencontré lors d'un concours culinaire international. Ce fut le coup de foudre, d'après ce qu'on m'a raconté. Auguste acquiesça lentement. Cela explique votre passion pour la gastronomie. J'ai grandi entre les casseroles et les couteaux. Il ne pouvait en être autrement. Aline marqua une pause, étudiant le visage d'Auguste avec intensité. Que vouliez-vous me dire exactement, monsieur Dumas? Sa formalité le ramena au présent et à la conscience de la façon dont il s'était comporté des heures auparavant. Tout d'abord, je tiens à m'excuser sincèrement pour mon comportement inacceptable. Il n'y a aucune justification pour ce genre d'arrogance. Il respira profondément avant de continuer. Et deuxièmement, je voulais parler de votre mère, de ce qu'elle a signifié pour moi. Aline l'observa un long moment avant de faire un geste vers un petit pavillon au bord de l'étang. Asseyons-nous. Cette conversation mérite du temps. Dans le pavillon, une petite table basse était déjà préparée avec du thé vert dans une théière en porcelaine noire et 2 minuscules tasses sans anse. Aline servit les deux avec la précision des mouvements que seules des années de pratique procurent. « Ma mère parlait de vous, » dit-elle en lui offrant le thé. Jamais par votre nom, mais elle décrivait le garçon entre deux mondes, moitié japonais dans le cœur, moitié occidental dans l'esprit. Elle disait que vous visitiez un orphelinat à Tokyo. Auguste tint la petite tasse des deux mains, la chaleur réconfortante contre ses doigts. J'ai commencé à le visiter après avoir rencontré votre mère. Elle m'y a emmené la première fois, quand elle a réalisé que je me sentais perdu. Ses yeux se perdirent dans les souvenirs. Mon père voulait que je devienne un homme d'affaires impitoyable, comme lui. Mais il y avait une partie de moi qui résistait à cette idée. Mireille l'a remarqué. Et l'orphelinat, car elle pensait que j'avais besoin de voir des enfants confrontés à de vrais défis, pas seulement les angoisses d'un adolescent privilégié. Un sourire authentique éclaira brièvement ses traits. J'ai commencé par apporter des dons, mais j'ai vite enseigné l'anglais aux plus grands. J'ai fini par financer la rénovation du lieu quand j'ai hérité de ma part de l'entreprise. Aline acquiesça, une expression pensive sur son visage. Qu'est-il arrivé à ce garçon qui visitait des orphelinats? Comment s'est-il transformé en l'homme qui a tenté d'humilier une employée ce soir? La question, bien que directe, ne contenait aucune accusation, seulement une curiosité sincère. Pourtant, Auguste en ressentit le poids comme un jugement. Il s'est perdu en chemin, admit-il après un long silence. À chaque affaire conclue, à chaque million accumulé, le garçon disparaissait. Mon père disait que le sentimentalisme ne bâtit pas d'empire. Ses yeux rencontrèrent les siens, étonnamment vulnérables. Mais vous voir aujourd'hui, entendre cette phrase sur le kintsugi, c'était comme si le temps avait reculé. Aline prit une gorgée de son thé, ses yeux ne le quittant jamais. « Et que voulez-vous maintenant, monsieur Dumas ?» La question plana entre eux, chargée de significations possibles. Auguste posa sa tasse vide sur la table avant de répondre. « J'aimerais acquérir ce restaurant, » dit-il finalement, « pour le double de sa valeur marchande. » L'expression d'Aline se durcit instantanément. Auguste perçut son erreur et ajouta rapidement « Non pas pour le changer ou l'incorporer à un complexe commercial, mais pour garantir que l'héritage de Mireille perdure. » Il hésita avant de continuer. « Avec une condition, que vous restiez chef et administratrice. » Le silence qui suivit était dense comme le brouillard qui commençait à se former sur l'étang. Quand Aline parla enfin, sa voix avait une fermeté qui rappelait l'acier enveloppé de soie. « Le sakura n'est pas à vendre, monsieur Dumas, peu importe le prix. Mais les difficultés financières, comment savez-vous cela ?» l'interrompit-elle, une étincelle d'irritation rompant son calme habituel. Auguste sembla momentanément déconcerté. « J'ai fait des recherches sur le restaurant en venant ici ce matin. Les registres publics montrent des dettes croissantes, une augmentation du loyer dans le quartier, la concurrence de nouvelles maisons avec des chefs internationaux. Alors, vous avez décidé que vous pouviez simplement acheter le problème, comme vous le faites avec tout dans votre vie ?» La critique le frappa avec une précision chirurgicale. Auguste ressentit quelque chose qu'il expérimentait rarement, la honte. « Ce n'était pas mon intention, dit-il doucement. Je voulais aider, honorer la mémoire de Mireille. Ma mère n'a pas besoin que son nom soit préservé par l'argent, répondit Aline, sa voix plus contrôlée maintenant. Son véritable héritage réside dans la façon dont nous vivons, dans les choix que nous faisons quotidiennement. Auguste acquiesça lentement, acceptant la réprimande. « Que puis-je faire alors ?» La sincérité de la question sembla surprendre Aline.
Elle étudia son visage comme si elle tentait de voir au-delà du masque du puissant homme d'affaires, cherchant l'adolescent que sa mère avait connu. « Vous pouvez commencer par traiter les gens avec le même respect que vous attendez de recevoir, » répondit-elle finalement, y compris les serveuses et les chefs de restaurant. Un léger sourire courba les lèvres d'Auguste. Touché. Avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone portable d'Auguste vibra. Il le vérifia avec une grimace d'agacement qui se transforma rapidement en inquiétude. « Il semble que notre petite scène au restaurant ne soit pas passée inaperçue, » dit-il, montrant l'écran à Aline. C'était une notification d'un portail de potins de célébrité. Le milliardaire Auguste Dumas humilié par une chef dans un restaurant de Paris. Aline pâlit visiblement. Comment est-ce possible? Quelqu'un a filmé. Les réseaux sociaux sont déjà remplis de différentes versions de l'incident. Il fit glisser son doigt sur l'écran, lisant rapidement. Certaines assez créatives, je dois l'admettre. Apparemment, j'ai exigé que vous serviez à genoux et vous m'avez jeté du saké au visage. C'est ridicule, je n'ai jamais... C'est ainsi que fonctionne le spectacle numérique, l'interrompit-il avec une tranquillité surprenante. La vérité est rarement aussi intéressante que la fiction qu'il crée. Aline se leva brusquement, marchant jusqu'au bord de l'étang. Sa silhouette se découpant contre les lanternes de pierre transmettait une tension que son visage contrôlé ne révélait pas. « Je ne veux pas de ça, dit-elle finalement. Je ne veux pas devenir un spectacle, un symbole, un mème. Ce restaurant est ma vie, pas une scène pour des drames fabriqués. » Auguste l'observa un instant avant de la rejoindre au bord de l'étang. Il garda une distance respectueuse, mais sa présence transmettait une solidarité inattendue. « Je peux vous aider avec ça si vous le permettez. J'ai de l'expérience dans la gestion de crises d'image. » Aline se tourna pour lui faire face, une expression de scepticisme sur son visage. « Et pourquoi feriez-vous ça? Pour la mémoire de ma mère ?»« Partiellement, admit-il. Mais aussi parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a rappelé l'homme que j'aurais pu être, et peut-être que je peux encore l'être. » Le regard qu'ils échangèrent contenait plus que les mots ne pouvaient exprimer, une reconnaissance mutuelle que cette rencontre, aussi improbable soit-elle, avait altéré quelque chose de fondamental chez les deux. Le silence fut rompu par le son de messages arrivant simultanément sur leur téléphone portable. Aline vérifia le sien en premier et laissa échapper une exclamation de surprise. « La vidéo, elle sait partout maintenant. » Auguste examina son propre écran et acquiesça gravement. « La presse sera ici demain matin. Nous devons décider comment gérer cela, ensemble ou séparément. » Aline respira profondément, regardant le ciel nocturne de Paris, où quelques rares étoiles réussissaient à briller malgré la pollution lumineuse. « Ensemble, » répondit-elle finalement. « Mais à une condition, pas question d'acheter des problèmes, monsieur Dumas. Certaines choses doivent être gagnées autrement. » Pour la première fois cette nuit-là, Auguste sourit ouvertement, un sourire qui éclaira son visage d'une jeunesse oubliée depuis longtemps. « Je crois que je peux apprendre à vivre avec cette condition. Et s'il vous plaît, appelez-moi Auguste. » Tempête médiatique. Le lendemain matin, une fine pluie typique de l'automne parisien s'est levée, comme si le ciel collaborait avec l'atmosphère de tension qui planait sur le Sakura. Aline arriva tôt, avant même ses employés, et resta un instant paralysée en voyant le petit groupe de journalistes déjà postés devant le restaurant, certains protégés par des parapluies, d'autres affrontant la bruine avec des équipements protégés par des housses en plastique. Respirant profondément, elle fit le tour par la ruelle latérale, utilisant l'entrée de service pour accéder à l'établissement sans être remarquée. À l'intérieur du restaurant, le silence contrastait fortement avec le brouhaha croissant à l'extérieur. Elle marcha lentement dans la salle vide, passant ses doigts sur les tables en bois sombre que sa mère avait personnellement choisies lors de l'ouverture du lieu 15 ans auparavant. Le bruit de légers coups à la porte de service la tira de ses pensées. C'était Pierre, l'air préoccupé, et un journal plié sous le bras. « J'ai vu les journalistes devant », dit-il en accrochant son manteau mouillé. « C'est pire que ce que nous imaginions. » Il tendit le journal. En première page de la section culture et divertissement, une photo floue montrait Aline de profil, faisant face à Auguste. Le titre sensationnaliste proclamait « Une chef affronte un milliardaire, l'humiliation que Paris applaudit ». Aline ferma brièvement les yeux, s'accordant un moment de découragement avant de reprendre sa posture. « Ils ont transformé quelque chose de privé en un cirque public », murmura-t-elle, rendant le journal à Pierre. Avant qu'il ne puisse répondre,
Le téléphone du restaurant commença à sonner sans cesse. Simultanément, le portable d'Aline vibrait de notifications. « Ne répondez pas », ordonna-t-elle, vérifiant son propre appareil. « Ce sont tous des journalistes. 12 appels manqués de numéros inconnus en seulement 10 minutes. » Parmi les notifications, un message texte se distinguait. « Je suis en route. J'ai préparé une stratégie. Tenez bon. Auguste. » Pierre observa l'expression d'Aline changer subtilement en lisant le message. « Vous lui faites vraiment confiance ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Après comment il s'est comporté hier ?» Aline rangea son portable avant de répondre. « Ce n'est pas une question de confiance, Pierre. C'est une question de pragmatisme. Il connaît ce monde d'exposition publique bien mieux que nous. Peut-être, mais cela ne signifie pas que ses intérêts sont alignés avec les vôtres. Des hommes comme Auguste Dumas ont toujours un angle, Aline. » Elle soupira, passant ses mains dans ses cheveux encore humides de la pluie. « Vous n'avez pas vu comment il était quand nous avons parlé de ma mère? Il y avait quelque chose de sincère là. » Pierre semblait sceptique, mais n'insista pas. Au lieu de cela, il vérifia l'heure. « Les autres employés arriveront dans une demi-heure. Que leur dirons-nous? La vérité, qu'il y a eu un malentendu qui a été résolu civilement, mais que la presse a tout déformé. » Aline se dirigea vers la cuisine, reprenant automatiquement sa position de commandement. « Nous garderons le restaurant fermé pour le déjeuner aujourd'hui, uniquement pour le dîner. Utilisez ce temps pour préparer ce menu spécial d'automne que nous avions prévu. Et les journalistes? Nous ne parlerons à aucun d'eux avant l'arrivée d'Auguste. Nous avons besoin d'une stratégie coordonnée. » Comme invoqué par ces mots, le portable d'Aline sonna. C'était Auguste. « Je suis au coin de la rue, » dit-il sans préambule. « Il y a une petite armée de journalistes devant. Puis-je utiliser l'entrée de service? »« Oui, par la ruelle latérale, la porte verte. J'y serai dans 5 minutes. » Quand Auguste arriva, Aline remarqua immédiatement la transformation. Il n'y avait aucun signe de l'exécutif arrogant de la veille. Vêtu de tenue décontractée mais élégante, pantalon sombre et chemise bleu clair sans cravate, il semblait plus accessible, presque vulnérable. Ses yeux révélaient des signes d'une nuit agitée. « Bonjour », salua-t-il, posant une mallette en cuir sur la table de la cuisine. « J'ai passé la nuit à surveiller les retombées et à formuler quelques possibilités. » Pierre, qui observait tout avec une expression neutre mais vigilante, tendit une tasse de café à Auguste sans dire un mot. L'homme d'affaires accepta d'un signe de tête reconnaissant. « La situation est complexe », continua Auguste, ouvrant la mallette. « La vidéo originale a déjà plus d'1 million de vues. Les éditions les plus sensationnalistes, encore plus. Les réseaux sociaux sont divisés. La moitié me crucifie comme le méchant parfait. L'autre moitié vous élève comme une sorte d'héroïne culturelle. »« Je n'ai jamais voulu être l'héroïne de quoi que ce soit, » murmura Aline, examinant les coupures de presse et les captures d'écran qu'il avait apportées. « Nous avons rarement le choix des rôles qui nous sont attribués, » répondit Auguste avec une gentillesse surprenante. « Mais nous pouvons choisir comment y répondre. » Il exposa 3 stratégies possibles: ignorer complètement, publier une note conjointe minimisant l'incident ou transformer la situation en quelque chose de positif par une action coordonnée. Aline et Pierre écoutèrent attentivement pendant qu'ils détaillaient les avantages et les inconvénients de chaque approche. « La troisième option est la plus risquée, mais aussi celle qui offre le plus grand potentiel, » conclut Auguste. « Nous pourrions accorder une seule interview conjointe, reconnaissant le moment de tension, mais en nous concentrant sur la réconciliation et le lien historique entre nos familles. Transformer un moment de conflit en une histoire de rédemption, » résuma Aline pensive. « Exactement. Les gens adorent un récit de transformation. » Pierre, qui était resté silencieux, se manifesta finalement. « Cela semble très opportun, n'est-ce pas? Le milliardaire arrogant racheté par la fille d'une ancienne employée, presque cinématographique. » Un silence tendu suivit ces paroles. Auguste ne montra aucune irritation. Au lieu de cela, il acquiesça avec respect. « Votre ami a raison d'être sceptique, » dit-il à Aline. « Si j'étais à sa place, je douterais aussi de mes motivations. » Se tournant vers Pierre, il continua. « Je ne suis pas ici pour fabriquer un récit opportun, même si je comprends pourquoi cela en a l'air. Je suis ici parce que je dois une immense faveur à la mère de cette femme, et parce qu'hier soir, j'ai réalisé à quel point je m'étais éloigné des valeurs qui étaient autrefois importantes pour moi. » La sincérité de sa voix était difficile à remettre en question. Même Pierre sembla momentanément désarmé. Le moment fut interrompu par le bruit de l'arrivée d'autres employés. Martine,
la serveuse expérimentée, entra dans la cuisine avec une expression alarmée. « Aline, il y a au moins 15 journalistes dehors maintenant, et 3 fourgonnettes de chaînes de télévision. » Aline échangea un regard avec Auguste avant de prendre sa décision. « Nous allons opter pour la 3e option. Une seule interview, ensemble. Après cela, retour à la vie normale. » Auguste acquiesça, un léger sourire d'approbation sur son visage. « Nous choisirons soigneusement le média, suggéra-t-il, quelqu'un qui respecte la profondeur de l'histoire, pas seulement le sensationnalisme. » La matinée se déroula en préparatifs. Tandis que Pierre coordonnait l'équipe de cuisine pour le menu spécial de la soirée, Aline et Auguste sélectionnèrent une journaliste culturelle respectée du monde pour l'interview exclusive. La rencontre fut fixée à 15 heures, leur laissant le temps d'aligner les détails du récit qu'ils partageraient. Pendant cette période, Aline remarqua à quel point Auguste se déplaçait avec une surprenante naturalité dans l'environnement du restaurant. Il conversait respectueusement avec les employés, montrait un intérêt sincère pour les processus de la cuisine et à un certain moment a même aidé l'un des commis à décharger une livraison de légumes biologiques. « Vous semblez différent aujourd'hui », commenta-t-elle lors d'un bref moment seul, alors qu'ils révisaient ensemble les points principaux de l'interview. Auguste marqua une pause, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. « Être ici, dans ce lieu créé par Mireille, c'est comme retrouver une partie de moi qui est restée à Tokyo. » Il la regarda directement, sans l'arrogance habituelle. Cet adolescent rebelle a grandi et est devenu exactement le genre d'homme qu'il méprisait le plus. « Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, » répondit Aline doucement. Un sourire mélancolique traversa son visage. Mireille disait quelque chose de similaire. À 15 heures précises, la journaliste Laura Dupuis arriva, discrète et professionnelle, accompagnée seulement d'un photographe. Aline choisit de les recevoir dans le jardin à l'arrière, loin des regards des autres journalistes qui attendaient encore devant le restaurant. L'interview commença de manière tendue, Laura abordant directement l'incident. À la surprise d'Aline, Auguste assuma l'entière responsabilité de ce qui s'était passé. « C'était un comportement inacceptable de ma part, » déclara-t-il sans hésitation. « Des années de pouvoir et de privilèges ont créé une armure d'arrogance qui n'a été brisée que lorsque Aline m'a confronté avec dignité et une phrase en japonais qui m'a reconnecté avec une période formative de ma jeunesse. » Laura, clairement intriguée, leur demanda d'élaborer sur cette connexion. Avec une sélection minutieuse des détails, Aline et Auguste partagèrent l'histoire de Mireille et son rôle dans la vie du jeune Auguste à Tokyo, omettant les informations personnelles mais transmettant l'essence de la relation. « Ce dont nous sommes témoins ici n'est pas seulement une coïncidence extraordinaire, » commenta la journaliste prenant des notes. « C'est presque une histoire de cycle complet, n'est-ce pas ?»« D'une certaine manière, » acquiesça Aline, « mais le plus important est la leçon sur la dignité et le respect. Des valeurs que ma mère a toujours défendues et que j'essaie d'honorer quotidiennement dans ce restaurant. » Pendant que l'interview se poursuivait, Pierre apparut discrètement à l'entrée du jardin, faisant un geste urgent à Aline. Demandant la permission, elle s'éloigna pour lui parler. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'expression de Pierre était grave. « Une notification officielle vient d'arriver. Le propriétaire de l'immeuble augmente le loyer de 60%, avec un délai d'1 semaine seulement pour accepter les nouvelles conditions ou quitter les lieux. » Aline sentit le sang se glacer. « Il ne peut pas faire ça. Nous avons un contrat. » « Apparemment, il y a une clause de réajustement basée sur la valeur marchande actuelle, » expliqua Pierre, montrant le document. « Et avec toute cette publicité, la valeur du fonds de commerce a explosé. Sainz nous expulse en utilisant notre propre célébrité soudaine, » murmura Aline, la réalisation amère dans sa voix. De retour à l'interview, elle tenta de garder son calme, mais Auguste remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. À la fin de la conversation, lorsque Laura et le photographe se retirèrent enfin avec suffisamment de matériel pour un reportage d'une page entière, il s'approcha. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sans cacher son inquiétude, Aline expliqua la situation du loyer. Auguste écouta attentivement, son visage se transformant en un masque de détermination qu'elle reconnaissait déjà. « Laissez-moi régler ça, » proposa-t-il immédiatement. « Je peux acheter l'immeuble entier si nécessaire ou négocier avec le propriétaire. »« Non, » répondit Aline fermement. « Exactement ce dont nous avons parlé hier. Je ne veux pas que vous achetiez ce problème. Mais Aline, c'est clairement une opportunité d'aider. J'ai les ressources et j'ai ma fierté, » l'interrompit-elle. « De plus,
Quel message enverrions-nous après l'interview que nous venons de donner? Que la dignité a un prix, que l'indépendance peut être achetée. Auguste passa la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Alors que suggérez-vous? Laissez tout ce que votre mère a construit se perdre. Aline resta silencieuse un instant, son regard fixé sur les carpes qui nageaient tranquillement dans l'étang, indifférente à la tempête humaine qui se déroulait au-dessus d'elle. « Non, dit-elle finalement, j'ai une idée. Mais elle exigera du courage des deux côtés. » Elle expliqua son plan. Ils utiliseraient leur célébrité soudaine pour un événement unique. Une soirée spéciale au Sakura où il n'y aurait pas de prix fixe au menu, seulement une demande de respect. Les clients paieraient ce qu'ils jugeraient juste pour l'expérience. L'événement serait divulgué uniquement sur les réseaux sociaux, sans publicité traditionnelle. C'est un énorme risque financier, avertit Auguste, bien que ses yeux brillassent d'un respect renouvelé. Vous pourriez vous retrouver avec un restaurant plein et une caisse vide. Où je peux prouver qu'il y a de la valeur dans la dignité, rétorqua-t-elle. Pas seulement une valeur sentimentale, mais réelle. Auguste l'étudia un long moment avant d'acquiescer lentement. Très bien, mais permettez-moi de proposer un petit pari. Quel genre de pari? Si votre événement ne génère pas suffisamment de ressources pour couvrir le nouveau loyer, vous me permettez d'aider, non pas en achetant le restaurant, mais en tant qu'investisseur silencieux. Voyant qu'elle allait protester, il leva la main. Et si ça marche, je me retire complètement et reconnais publiquement que vous aviez raison. Aline considéra la proposition, ses yeux ne le quittant jamais. Marché conclu. Mais avec une condition supplémentaire. Si je gagne, en plus de vous retirer, vous devrez faire quelque chose que le jeune homme qui visitait des orphelinats ferait. Un sourire authentique éclaira le visage d'Auguste. Ça, ma chère Aline, c'est un pari que je ne me soucierai pas de perdre. Tandis qu'il se serrait la main pour sceller l'accord. La pluie dehors cessa enfin. Un fragile rayon de soleil traversant les nuages pour se refléter dans les eaux de l'étang. La soirée du respect. Les 2 jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. L'interview avec Laura Dupuis fut publiée dans l'édition dominicale du Monde, occupant 2 pages complètes de la section culturelle, sous le titre « L'art du kintsugi humain ». Comment une confrontation au restaurant a révélé une histoire de rédemption entre générations. L'article, équilibré et sensible, présentait Aline et Auguste avec une profondeur et une nuance rarement vues dans les couvertures de célébrités. La répercussion fut immédiate. D'autres médias reproduisirent des extraits de l'interview, des commentateurs débattirent du symbolisme culturel de la rencontre, et les réseaux sociaux, auparavant divisés entre l'équipe Aline et l'équipe Auguste, semblaient désormais unis par le récit de réconciliation et de respect mutuel. Au Sakura, Aline travaillait sans relâche aux préparatifs de l'événement spécial qu'elle avait baptisé la soirée du respect. Pierre et l'équipe de cuisine affinaient un menu dégustation qui présenterait des plats racontant l'histoire de Mireille, depuis ses premières années au Japon jusqu'à l'ouverture du restaurant à Paris. « Vous croyez vraiment que cela va marcher ?» demanda Pierre alors qu'il finalisait la liste des ingrédients nécessaires. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une inquiétude sincère. Aline soupira, se frottant les yeux fatigués. Il était presque 2 heures du matin, et ils étaient seuls dans la cuisine silencieuse. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est la seule solution qui préserve ce qui compte le plus pour moi, l'intégrité de cet endroit. Pierre acquiesça, compréhensif. Après un moment d'hésitation, il commenta. Auguste a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Je sais, répondit Aline, vérifiant les notifications sur son portable. Il veut t'aider, mais je dois faire ça à ma manière. Il semble avoir vraiment changé, ou du moins essayé. Un petit sourire courba les lèvres d'Aline. Ma mère disait toujours que les gens peuvent nous surprendre si nous leur donnons l'espace pour redécouvrir qui ils sont vraiment. Le matin de l'événement, Aline se réveilla avec un message texte d'Auguste. Je respecte votre espace et votre vision. Je vous observerai de loin aujourd'hui, non pas comme un investisseur ou un homme d'affaires, mais comme quelqu'un qui croit en ce que vous essayez de construire. Bonne chance. La simplicité du message la toucha plus profondément que n'importe quelle offre grandiose d'aide financière n'aurait pu le faire. C'était une reconnaissance silencieuse que c'était sa bataille à mener, son histoire à raconter. À 16 heures, l'équipe se réunit pour les derniers ajustements avant l'événement. Aline avait créé une petite affiche manuscrite pour l'entrée. Dîner ici aujourd'hui ne coûte pas un prix fixe, seulement du respect. Payez ce que votre cœur vous dictera pour ce que vous recevrez. Nous n'avons eu aucune réservation, commenta Martine,
l'inquiétude évidente dans sa voix. « Êtes-vous sûr que les gens viendront ?»« Ce n'est pas faute de demande, » répondit Aline calmement. « Nous avons reçu plus de 200 appels depuis hier, mais j'ai expliqué à chacun qu'il n'y aurait pas de réservation aujourd'hui. Ceux qui viendront, viendront pour la signification, pas pour la garantie d'une table. » À 19h, heure d'ouverture, il n'y avait personne à la porte. L'équipe échangea des regards anxieux, mais Aline resta sereine, allumant personnellement les lanternes du jardin comme sa mère l'avait toujours fait. À 19h15, un couple de personnes âgées arriva timidement. Aline les reconnut immédiatement. C'étaient des clients réguliers depuis plus d'une décennie, depuis l'époque de sa mère. « Monsieur et Madame Leclerc », les salua-t-elle avec une révérence respectueuse. « C'est un honneur de vous accueillir ce soir. »« Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde, » répondit Madame Leclerc avec un sourire doux. « Mireille était notre amie. Nous sommes venus honorer sa mémoire et soutenir sa fille. » À 19h30, 3 autres groupes étaient arrivés. À 19h45, une petite file commençait à se former à la porte. Quand l'horloge sonna 20h, le restaurant était presque à la moitié de sa capacité. Pas plein, mais loin d'être vide. Aline commença à ressentir une étincelle d'espoir. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un bus scolaire s'arrêta devant le restaurant et en descendirent une vingtaine d'adolescents, accompagnés de 2 professeurs. L'une des jeunes, une fille d'environ 16 ans, s'approcha d'Aline avec détermination. « Nous sommes de l'Institut culturel franco-japonais », expliqua-t-elle son français parfait, portant seulement une légère inflexion de la langue de ses ancêtres. « Nous avons lu l'article sur vous et M. Dumas, sur le kintsugi et la dignité. Notre professeur de culture japonaise a dit que nous devions vivre cela, pas seulement le lire. » Aline sentit un nœud dans la gorge. « Soyez tous les bienvenus, » réussit-elle à dire, les conduisant à des tables qui avaient été réunies pour les accueillir. À 20h30, le restaurant était complètement bondé, avec une petite file se formant sur le trottoir. Des personnes de tous âges et de toutes origines, beaucoup visiblement sans les moyens de fréquenter un restaurant de haute gastronomie dans des circonstances normales. Il y avait une atmosphère presque révérencieuse dans l'air, des conversations menées à voix basse, des sourires doux échangés entre inconnus. Pierre émergea brièvement de la cuisine, les yeux écarquillés en voyant la salle remplie. « Nous avons réussi », murmura-t-il à Aline. « Vous avez réussi. » Elle se contenta d'acquiescer, l'émotion rendant la parole difficile. À ce moment, son téléphone vibra avec un message d'Auguste. « Je vous observe discrètement du café au coin de la rue. Ce que vous avez construit ici ce soir est plus précieux que n'importe quel empire corporatif. » La soirée se déroula comme une chorégraphie parfaitement exécutée. Chaque plat qui sortait de la cuisine racontait une partie de l'histoire de Mireille, présentée par Aline personnellement avec une brève explication de sa signification. Les clients écoutaient attentivement, beaucoup visiblement émus. Le plus surprenant pour Aline fut le comportement des personnes présentes. Il n'y eut pas une seule plainte, aucune exigence spéciale, aucune demande d'exception. Des personnes qui n'avaient probablement jamais goûté à la cuisine japonaise authentique auparavant acceptaient chaque plat avec une curiosité et une gratitude sincère. Lorsque le dessert fut servi, une délicate recréation de la première douceur japonaise que Mireille avait appris à faire, Aline remarqua une vieille dame l'observant intensément depuis une table dans le coin. Intriguée, elle s'approcha d'elle après s'être assurée que tout le monde était bien servi. « Tout va bien avec votre repas ?» demanda-t-elle gentiment. La dame, qui devait avoir plus de 80 ans, sourit avec des yeux larmoyants. « Parfait, ma chère. Je voulais juste vous dire quelque chose. » Elle marqua une pause, rassemblant son courage. « Je suis venue avec ma petite fille. Elle est là en train de photographier le jardin. » Elle désigna une jeune femme d'environ 20 ans sur la terrasse extérieure. « Elle m'a amenée parce qu'elle a lu comment vous avez affronté cet homme riche avec dignité, sans baisser la tête, mais aussi sans perdre votre respect de vous-même. » La dame tint la main d'Aline avec une fermeté surprenante avant de continuer. « Ma petite fille subissait du harcèlement à la faculté de gastronomie parce qu'elle était une femme, parce qu'elle venait d'un milieu modeste. Elle était sur le point d'abandonner. Après vous avoir lu, elle a dit « Grand-mère, si cette chef peut garder sa dignité même quand un homme puissant essaie de l'humilier, alors moi aussi je peux. Merci pour cela. Vous ne saurez jamais ce que cela signifie pour nous. » Aline sentit des larmes brûler ses yeux, mais garda son calme, serrant doucement la main de la dame.
Votre petite fille est toujours la bienvenue dans notre cuisine, si elle veut apprendre. Au fur et à mesure que la soirée touchait à sa fin, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les clients laissaient non seulement de l'argent, mais aussi de petits mots avec leurs impressions, leurs remerciements et, dans certains cas, des histoires personnelles sur la façon dont le récit d'Aline et Auguste avait touché leur vie. À 23 heures, lorsque le dernier client partit, l'équipe se réunit pour évaluer les résultats. Martine finissait de compter l'argent reçu, son visage mêlant incrédulité et joie. « Aline, dit-elle finalement, nous avons presque le triple de ce que nous ferions une nuit normale. » Un soupir collectif de soulagement parcourut le groupe. Pierre étreignit Aline impulsivement, ce qu'il faisait rarement. « Vous avez gagné le pari, » murmura-t-il. Aline sourit, épuisée mais profondément satisfaite. « Nous avons tous gagné. » Après le départ de l'équipe, elle resta seule dans le jardin contemplant les lumières de la ville environnante. Le doux bruit de pas sur le gravier annonça l'arrivée d'Auguste, qui s'approcha avec une expression d'admiration sincère. « Vous aviez raison, » dit-il sans préambule. « Complètement raison. » Aline lui désigna le banc à côté d'elle, l'invitant à s'asseoir. « Il ne s'agit pas d'avoir raison, Auguste. Il s'agit de croire en ce qui ne peut être mesuré dans des feuilles de calcul financières. » Il acquiesça, une humilité inhabituelle dans sa posture. « Je suis venu honorer notre pari. Vous avez gagné de manière incontestable. » Il tendit une enveloppe. « Voici le nouveau contrat de location de l'immeuble. Sans augmentation, sans conditions spéciales. Valable 10 ans. » Aline regarda l'enveloppe sans la prendre. « Comment avez-vous fait cela? » « J'ai découvert que le propriétaire de l'immeuble est une ancienne connaissance. Il n'a pas été difficile de le convaincre que la tactique prédatrice serait plus préjudiciable à ses intérêts à long terme. » Auguste sourit légèrement. « Je n'ai pas eu besoin d'acheter l'immeuble ou de faire des menaces, juste une conversation d'homme d'affaires à homme d'affaires. » Hésitante, Aline accepta finalement l'enveloppe. « Merci. Mais rappelez-vous, le pari avait 2 parties. »« Je n'ai pas oublié, » répondit Auguste, s'ajustant sur le banc. « Vous avez dit que si je perdais le pari, je ferais quelque chose que le jeune homme qui visitait des orphelinats ferait. » Ses yeux brillèrent de détermination. « Je suis prêt à tenir ma part. » Aline sourit, surprise par sa disposition. L'Institut culturel franco-japonais qui nous a visités aujourd'hui travaille avec des enfants défavorisés d'origine japonaise. Ils ont un programme d'alimentation qui rencontre des difficultés financières. « Considéré comme fait, » répondit Auguste promptement. « Mais je veux faire plus que simplement envoyer un chèque. » Quelque chose dans sa manière de le dire fit qu'Aline l'étudia avec plus d'attention. « Qu'avez-vous en tête ?» Auguste respira profondément avant de répondre, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de profondément personnel. « Quand je suis parti du restaurant la première nuit, après notre conversation dans le jardin, j'ai passé des heures à marcher dans le quartier asiatique, pensant à tout ce que Mireille m'avait enseigné. À quel point je m'étais éloigné de ses valeurs. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement les mots. « J'ai réalisé que je ne voulais pas seulement faire des dons occasionnels ou des gestes symboliques. Je veux reconstruire cette partie de moi qui s'est perdue. Et comment comptez-vous faire cela ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, étonnamment vulnérables pour un homme habitué à cacher ses émotions. « J'ai pensé que nous pourrions créer une fondation ensemble, non seulement pour des dons, mais pour enseigner les valeurs que votre mère représentait. Dignité, respect, l'art de réparer ce qui est brisé. Nous pourrions utiliser son nom, si vous le permettez. » Aline ressentit une vague d'émotion qu'elle n'attendait pas. « La Fondation Mireille », murmura-t-elle, testant le son. « Pour commencer, nous pourrions établir des bourses d'études pour de jeunes chefs, en particulier ceux issus de communautés défavorisées ou d'héritage japonais. » Son enthousiasme grandissait visiblement en élaborant l'idée. Des ateliers sur la culture japonaise, des échanges avec Tokyo, des cours de cuisine pour enfants. « Pourquoi faire cela avec moi ?» l'interrompit Aline, sincèrement curieuse. « Vous pourriez créer cette fondation seule ?» Auguste hésita, un rare moment d'incertitude pour un homme habitué aux décisions rapides et affirmées. « Parce que sans vous, ce ne serait qu'un autre projet corporatif de responsabilité sociale. Avec vous ?» Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Avec vous, ce serait honorer véritablement l'héritage de Mireille. Ce serait le kintsugi en action. Réparer ce qui est brisé avec de l'or, transformant les cicatrices en quelque chose de beau. » Le silence qui suivit était dense de possibilités. Les lanternes du jardin projetaient des ombres dansantes sur leurs visages.
La ville alentour continuait son bruit lointain. Mais là, dans ce petit oasis de tranquillité, quelque chose de nouveau naissait. Un partenariat improbable, fondé sur le respect mutuel et une histoire partagée qui traversait les générations et les continents. « Je dois y réfléchir », répondit finalement Aline. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre impulsivement. Je comprends parfaitement, » acquiesça Auguste se levant. « Vous m'avez appris la valeur de la patience. » Alors qu'il se préparait à partir, Aline remarqua quelque chose de différent dans sa posture. Le poids de l'arrogance avait été remplacé par une légèreté presque juvénile, comme si une barrière intérieure s'était enfin rompue. « Auguste » l'appela-t-elle, alors qu'il était presque à la sortie du jardin. « Qu'avez-vous fait de ce vase que ma mère a réparé ?» Un sourire authentique illumina son visage. « Il est sous une cloche de verre dans mon bureau. C'est la première chose que je vois chaque matin en arrivant, et la dernière avant de partir. » Il marqua une pause, ajoutant doucement « C'est le seul objet véritablement irremplaçable que je possède. » D'un dernier signe de tête, il disparut dans la nuit, laissant Aline seule avec ses pensées et une décision importante à prendre. Ça est sous cicatrice dorée. 3 mois s'étaient écoulés depuis la soirée du respect. Ce qui avait commencé comme un événement unique s'était subtilement transformé en la philosophie centrale du Sakura. Bien que le restaurant soit revenu au système de prix conventionnel, quelque chose de fondamental avait changé dans l'atmosphère du lieu, une authenticité qui transcendait l'excellence gastronomique et touchait à quelque chose de plus profond, de plus humain. L'histoire d'Aline et Auguste, soigneusement documentée par Laura Dupuis dans une série de reportages ultérieurs, a inspiré des conversations sur la dignité au travail, le respect interculturel et la possibilité de rédemption personnelle. Le Sakura, autrefois juste un autre restaurant japonais de haute catégorie dans le quartier asiatique, était désormais considéré comme un symbole de quelque chose de plus grand. Un dimanche matin, le restaurant étant fermé aux clients, Aline travaillait sur de nouveaux plats pour le menu de printemps. La cuisine, normalement un tourbillon d'activités et de voix, était silencieuse à l'exception du bouillonnement occasionnel d'un bouillon dashi préparé à feu doux. Le son de la sonnette à la porte de service interrompit sa concentration. S'essuyant les mains sur son tablier, elle alla ouvrir, surprise de trouver Auguste. Non pas l'homme d'affaires poli en tenue impeccable qui était devenu une présence discrète, mais régulière au restaurant ces dernières semaines, mais un homme visiblement épuisé, avec de profondes cernes et une barbe de plusieurs jours qu'il n'avait jamais permis au monde de voir auparavant. « Auguste » il s'est passé quelque chose? Il hésita sur le seuil comme s'il reconsidérait sa décision de venir. « Désolé de me présenter sans prévenir. Sa voix défaillit brièvement. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait. Quelque chose dans l'inhabituelle vulnérabilité de son visage fit qu'Aline ouvrit complètement la porte. « Entrez, je vais vous préparer un thé. » Dans la petite salle attenante à la cuisine, où Aline recevait occasionnellement des fournisseurs, ils s'assirent en silence pendant qu'elle servait un thé vert aromatique. Auguste tint la tasse des 2 mains, semblant trouver du réconfort dans la simple chaleur de la porcelaine. « J'ai reçu des nouvelles de Tokyo hier soir, » dit-il finalement, sa voix contrôlée mais tendue. « L'orphelinat que je visitais quand j'étais adolescent, où votre mère m'emmenait, est sur le point de fermer. Problèmes financiers, changement de politique gouvernementale, le bâtiment ayant besoin de réformes urgentes. » Aline acquiesça, le laissant continuer à son propre rythme. « J'ai passé toute la nuit en visioconférence, essayant de trouver des solutions. J'ai offert de l'argent, bien sûr, mais le problème est plus complexe. Ils ont besoin d'un nouveau modèle de fonctionnement, de nouvelles installations, d'un soutien communautaire durable. » Il leva les yeux pour rencontrer les siens. « J'ai réalisé que j'essayais de tout résoudre seul, avec la même mentalité qu'avant, croyant que mon pouvoir financier suffirait. Et alors vous êtes venu me voir, » compléta Aline doucement. « Oui, parce que vous m'avez montré une manière différente d'affronter les défis, parce que vous portez l'héritage de Mireille d'une manière que je n'ai jamais vraiment pu comprendre avant de vous connaître. » Aline prit une gorgée de son thé pensive. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» Auguste se redressa légèrement, un aperçu de son énergie habituelle revenant. « Cette idée de fondation que j'ai mentionnée, nous pourrions commencer par là. Un projet conjoint entre la France et le Japon. Non seulement pour sauver l'orphelinat, mais pour le transformer en quelque chose de plus large, un centre culturel et éducatif, enseignant des valeurs qui transcendent les frontières. »« Ah, pourquoi cela signifie-t-il tant pour vous ?» demanda Aline, non pas avec scepticisme, mais avec une curiosité sincère.
Auguste resta silencieux un long moment, contemplant la question. Quand il répondit finalement, sa voix portait le poids d'une révélation personnelle, parce que c'est là, dans cet orphelinat, que pour la première fois je me suis senti vraiment utile, non pas comme l'héritier d'Uma, non pas comme le fils du grand homme d'affaires, juste comme Auguste, un adolescent qui pouvait enseigner l'anglais à des enfants qui n'avaient jamais quitté Tokyo, qui pouvaient raconter des histoires sur un autre pays, un autre monde. Un sourire mélancolique traversa son visage. Votre mère l'a perçu avant moi. C'est elle qui a suggéré les visites, disant que j'avais besoin de guérir mon âme après la perte de ma mère. Aline ressentit une vague d'émotion en reconnaissant la sagesse caractéristique de Mireille. Elle voyait toujours au-delà des apparences, commenta-t-elle doucement. Exactement. Et maintenant, après des décennies à construire un empire qui honnêtement ne m'apporte pas de bonheur réel, j'ai la chance de revenir sur ce chemin que j'avais abandonné. Avec votre aide, si vous êtes prête. Aline étudia l'homme devant elle, non plus l'homme d'affaires arrogant de la première nuit, ni l'allié stratégique des derniers mois, mais quelqu'un à un véritable carrefour personnel. De quoi avez-vous besoin de moi, spécifiquement? Votre vision, votre connexion avec la culture japonaise et française, votre compréhension des valeurs que nous voulons préserver. Il hésita avant d'ajouter « Et, si possible, 1 mois de votre temps pour voyager ensemble au Japon, pour connaître personnellement l'orphelinat, comprendre les besoins réels et élaborer un plan qui ait du sens. » La proposition la prit par surprise. 1 mois entier. Auguste, je ne peux pas simplement abandonner le restaurant pendant si longtemps. Pierre est plus que capable de le gérer en votre absence, répondit Auguste, faisant référence au sous-chef qui avait démontré une compétence extraordinaire ces derniers mois. Et honnêtement, Aline, quand avez-vous pris des vacances pour la dernière fois? Quand avez-vous visité le pays de votre mère? La question toucha un point sensible. Depuis le départ de Mireille, Aline s'était entièrement consacrée au restaurant, se permettant rarement plus d'1 jour de congé occasionnel. Il y a 8 ans, admit-elle à contre-cœur. J'ai accompagné ma mère la dernière fois qu'elle a rendu visite à ses parents à Kyoto, avant de... Sa voix défaillit brièvement. Avant qu'elle ne tombe malade. Auguste acquiesça avec compréhension. Pensez-y comme un double voyage, honorer son héritage, et en même temps, vous reconnecter avec vos propres racines. Aline se leva, marchant jusqu'à la petite fenêtre qui donnait sur le jardin. Le printemps commençait à transformer les cerisiers, de petits bourgeons rosés promettant une explosion de fleurs dans les semaines à venir. Son reflet dans la vitre montrait un visage partagé entre l'hésitation et quelque chose de plus profond, un désir qu'elle-même n'avait pas complètement reconnu. « Je dois consulter l'équipe », dit-elle finalement. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre seule. Ce restaurant fait vivre 7 familles en plus de la mienne. Je comprends parfaitement. Prenez le temps qu'il vous faut. » Cet après-midi-là, Aline réunit toute l'équipe du Sakura pour une conversation franche. Elle expliqua la proposition d'Auguste, la situation de l'orphelinat à Tokyo et ce que cela signifierait pour le restaurant si elle s'absentait pendant 1 mois. À sa surprise, ce fut Pierre qui parla le premier, après qu'elle eut fini d'exposer la situation. « Vous devez y aller, dit-il avec une fermeté inhabituelle, non seulement pour l'orphelinat ou la mémoire de votre mère, mais pour vous-même, Aline. » Martine, la plus ancienne serveuse de la maison, acquiesça en accord. « Cela fait 5 ans que vous n'avez pas pris un seul vrai jour de congé. Depuis le départ de Madame Mireille, vous vivez pratiquement entre ces murs. » Un par un, les autres employés exprimèrent un soutien similaire. Le jeune commis de cuisine, Romain, timide mais déterminé, ajouta « Vous nous avez toujours enseigné l'équilibre et l'harmonie dans les plats. Mais qu'en est-il dans la vie ?» Les mots simples du jeune homme la frappèrent avec une force inattendue. C'était vrai. Elle avait prêché les valeurs de sa mère à tout son entourage, mais les négligeait souvent dans sa propre existence. 2 semaines plus tard, Aline se trouvait à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, une valise soigneusement préparée à ses côtés, passeport et documents en ordre. Auguste arriva ponctuellement, accompagné de Charles Leblanc, venu lui dire au revoir. « Prête ?» demanda Auguste, remarquant la tension sur son visage. « C'est la première fois que je voyage depuis... » Elle ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Tous deux savaient que ce n'était pas seulement un voyage d'affaires, mais un voyage émotionnel. « Nous serons de retour dans 1 mois, » assura Auguste, s'adressant non seulement à Aline mais aussi à Charles, qui observait l'interaction avec un intérêt paternel. Avec un plan concret pour l'orphelinat et, je l'espère,
pour la Fondation Mireille. Pendant le long vol pour Tokyo, Aline observa comment Auguste alternait facilement entre des discussions pratiques sur la structure légale de la future fondation et des conversations plus personnelles, partageant des souvenirs de son adolescence au Japon et écoutant attentivement quand elle parlait de sa mère. Il y avait en lui une légèreté qui contrastait radicalement avec l'homme qui était entré au Sakura cette première nuit, comme si des couches d'armure avaient été progressivement retirées. L'arrivée à Tokyo fut une expérience surréaliste pour Aline, un mélange de nostalgie héritée des histoires de sa mère et la nouveauté de voir la métropole moderne avec des yeux d'adulte. Auguste avait réservé des chambres dans un ryokan traditionnel, au lieu d'un hôtel de luxe, expliquant qu'il voulait que l'expérience soit authentique, pas seulement confortable. Le lendemain matin, après un petit déjeuner traditionnel japonais, ils visitèrent enfin l'orphelinat. Le bâtiment était plus modeste qu'Aline ne l'avait imaginé, une structure de 2 étages, entourée d'un petit jardin bien entretenu, malgré les signes évidents d'usure de la structure. À l'entrée, une plaque délavée portait le nom en japonais « Foyer des cerisiers en fleurs ». Ils furent accueillis par la directrice, Madame Dupont, une dame de 70 ans qui reconnut immédiatement Auguste, l'embrassant avec une familiarité qui surprit Aline. En japonais courant, il présenta Aline comme « la fille de Mireille », des mots qui firent écarquiller les yeux de la vieille dame en signe de reconnaissance. « Mireille San, bien sûr, je me souviens parfaitement d'elle », s'exclama la directrice, étudiant le visage d'Aline avec attention. « Vous avez ses yeux, pleins d'une douce force. » Au cours des heures qui suivirent, ils parcoururent les installations, discutant avec le personnel et interagissant avec les enfants. Aline observait Auguste avec une admiration croissante. Il connaissait de nombreux employés plus anciens par leur nom, s'enquérait de leur famille, et avec les enfants, il faisait preuve d'une patience et d'une gentillesse qui semblaient affleurer naturellement, comme si une version plus authentique de lui-même émergeait dans cet environnement. Dans une salle de classe improvisée, une petite fille d'environ 8 ans s'approcha timidement d'Aline, lui offrant un petit origami en forme de tsuru. « Pour vous, » dit-elle en japonais, « parce que vos yeux semblent tristes quand vous souriez. » L'observation perspicace de l'enfant la prit au dépourvu. Aline accepta le cadeau avec une révérence respectueuse. « Merci, vous êtes très perspicace pour quelqu'un d'aussi jeune. » La petite fille sourit, révélant une dent de devant manquante. « Hiroko-sensei dit que nous devons toujours observer le kokoro des gens, pas seulement leur visage. »« Kokoro » ? Le cœur-esprit, traduisit doucement Auguste s'approchant. C'est un concept japonais qui n'a pas de traduction exacte dans nos langues occidentales, quelque chose entre le cœur, l'esprit et l'âme. Le voyage qui s'ensuivit fut intensément transformateur pour les deux. Au cours des semaines suivantes, ils se plongèrent profondément dans la culture japonaise, non pas en tant que touristes, mais en tant que pèlerins à la recherche de connexions significatives. Ils visitèrent des temples anciens où Mireille avait prié, localisèrent des parents éloignés d'Aline à Kyoto qui l'accueillirent avec des larmes de reconnaissance et passèrent de longues heures en réunion avec des autorités locales, des architectes et des éducateurs, élaborant un plan ambitieux mais réalisable pour transformer l'orphelinat. Le soir, lors de dîners simples dans de petits restaurants familiaux, ils conversaient pendant des heures, non seulement sur le projet, mais sur leur vie, leurs valeurs et les rêves qu'ils avaient gardés enfouis pendant des années. Une intimité respectueuse s'épanouit entre eux, fondée non pas sur la romance, mais sur une reconnaissance mutuelle d'âmes qui, d'une certaine manière, partageaient un chemin commun malgré leurs origines radicalement différentes. La veille de leur retour en France, alors qu'ils savouraient un thé sur la terrasse du ryokan, contemplant la pleine lune au-dessus des toits traditionnels, Auguste posa finalement une question qui semblait lui peser sur l'esprit. « Vous regrettez d'être venu ?» Aline sourit, secouant la tête. « Au contraire, ce voyage m'a apporté quelque chose que je ne savais même pas chercher, une reconnexion avec mon héritage, mais aussi avec des parties de moi-même que j'avais négligées. Je le perçois, » commenta-t-il, l'observant avec une attention douce. « Il y a en vous une sérénité maintenant qui n'était pas présente auparavant. » Elle considéra ces mots, reconnaissant leur vérité. « Peut-être parce que j'ai finalement compris quelque chose que ma mère a toujours essayé de m'enseigner. Qu'honorer sa mémoire ne signifie pas seulement préserver ce qu'elle a construit, mais continuer à grandir, à évoluer, de la manière dont elle l'aurait souhaité pour moi. » Auguste acquiesça compréhensif. Après un moment,
Il sortit un petit paquet de papier washi de la poche intérieure de sa veste. « J'ai quelque chose pour vous. Je l'ai trouvé dans une petite boutique d'antiquités à Kyoto quand vous rendiez visite à vos parents. » Intriguée, Aline déballa soigneusement le paquet révélant une petite pièce de porcelaine, un lapin porte-bonheur, ou usagi, avec des lignes de kintsugi dorées visibles parcourant son corps, signe qu'il avait été brisé et réparé selon la méthode traditionnelle de laque à la poudre d'or. « Quand même magnifique !» murmura-t-elle, tournant la pièce délicate entre ses mains, admirant comment les cicatrices dorées créaient des motifs uniques qui rehaussaient, au lieu de diminuer, la beauté de l'objet. Le vendeur m'a raconté que cet usagi avait appartenu à une famille de Kyoto pendant 5 générations. Il a été brisé lors du tremblement de terre de 1923, réparé, puis à nouveau brisé pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Chaque fois qu'il s'est brisé, il a été restauré avec une nouvelle ligne d'or. Auguste marqua une pause avant de continuer. J'ai pensé que ce serait un symbole approprié pour notre fondation, l'idée que ce qui a été brisé peut être non seulement réparé, mais transformé en quelque chose d'encore plus précieux par ses propres cicatures. Aline sentit des larmes menacées de se former, mais les retint, acceptant le cadeau avec une révérence traditionnelle. « Merci. C'est parfait. » De retour en France, Aline revint au Sakura avec une nouvelle perspective. Le voyage avait non seulement solidifié les plans pour la Fondation Mireille, désormais une entité légale en cours de constitution simultanée dans les 2 pays, mais avait également ravivé sa passion pour le travail qu'elle avait toujours aimé. Le restaurant prospérait sous la direction temporaire de Pierre, qui avait introduit de petites innovations qu'Aline, à sa propre surprise, décida de conserver. « Parfois, nous avons besoin de nouveaux yeux pour percevoir des possibilités qui étaient toujours là », commenta-t-elle lors de la réunion d'équipe qui marqua son retour. Un soir tranquille, 3 semaines après son retour, Aline finalisait les détails du nouveau menu lorsqu'elle remarqua un reflet dans la vitre de la cuisine. Un instant, elle aurait juré avoir vu le sourire serein de sa mère. Se retournant, elle ne trouva que la cuisine vide, mais le moment lui apporta une étrange sensation de paix et d'achèvement. Son téléphone sonna. C'était Auguste, avec des nouvelles encourageantes sur la première promotion de boursiers de la Fondation Mireille, qui débuterait leurs activités le mois suivant. Pendant qu'il parlait, Aline observait le petit usagi avec ses cicatrices dorées, occupant désormais une place d'honneur sur l'étagère à côté de la photographie de sa mère. « La directrice Dupont m'a appelé aujourd'hui », commenta Auguste, l'enthousiasme évident dans sa voix généralement contenue. « Les enfants de l'orphelinat sont en train de mémoriser cette phrase sur le kintsugi que vous leur avez écrite. » Aline sourit, se rappelant la petite carte qu'elle avait laissée dans l'orphelinat rénové, où une plaque discrète indiquait désormais « Elle Mireille Dubois » dans la nouvelle bibliothèque. C'est une belle image à porter dans la vie. L'idée que nos brisures et nos ruptures, lorsqu'elles sont réparées avec soin, peuvent créer quelque chose d'encore plus beau et unique. « Vous savez, » répondit Auguste après une pause pensive, « j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à croire que la force signifiait ne jamais montrer la moindre fissure, ne jamais admettre de vulnérabilité. Et maintenant, je comprends ce que Mireille essayait de m'enseigner il y a tant d'années, que la véritable force réside dans le courage de reconnaître nos brisures et de permettre qu'elles soient réparées, même si les cicatrices restent visibles. » Sa voix prit un ton légèrement enjoué. Il m'a fallu seulement 30 ans et une confrontation avec sa fille pour enfin comprendre la leçon. Aline rit, un son léger et authentique qui résonna dans la cuisine silencieuse. Certaines leçons ont besoin du bon moment pour être absorbées, comme un bon dashi qui doit mijoter lentement pour développer toute sa profondeur. Parlant comme une vraie chef. Après s'être dit au revoir, Aline resta dans la cuisine quelques minutes de plus, contemplant le chemin extraordinaire que la vie avait pris ces derniers mois, de la confrontation tendue avec un homme d'affaires arrogant à la naissance d'un partenariat improbable qui impactait désormais des vies sur 2 continents. Le Sakura restait son cœur, l'espace où la mémoire de sa mère vivait à travers chaque plat soigneusement préparé. Mais maintenant, il y avait aussi la fondation, une extension de cet héritage qui s'étendait au-delà des murs du restaurant, créant de nouvelles possibilités pour des jeunes qui, comme elles l'avaient été un jour, cherchèrent leur place entre 2 mondes. Sur le petit autel où la photographie de Mireille souriait sereinement, Aline déposa un arrangement frais de fleurs de cerisier, spécialement apporté du Japon. « Merci, maman », murmura-t-elle doucement en japonais, « de m'avoir appris que certaines portes ne s'ouvrent
que lorsque nous nous permettons d'affronter ceux qui tentent de nous rabaisser. Non pas avec colère, mais avec la dignité inébranlable que vous avez toujours incarnée. Dehors, le ciel nocturne de Paris brillait de millions de lumières. Pas si différentes, pensa Aline. Des lignes d'or qui parcouraient les pièces de kintsugi, transformant la fragilité en beauté et la douleur en art. Tout comme la ville qui ne dormait jamais, avec ses contradictions et ses cicatrices exposées, son propre voyage continuait, imparfait, parfois brisé, mais toujours en avant, chaque fissure remplie de l'or des expériences qu'il avait forgées. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Aline et Auguste a touché vos cœurs. Ce voyage de dignité et de transformation nous rappelle que, tout comme dans le kintsugi, nos propres cicatrices peuvent devenir des lignes dorées qui nous rendent uniques et plus beaux. Pour continuer à explorer des récits tout aussi émouvants, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires qui célèbrent la résilience humaine. Retrouvez-la ici en cliquant à gauche. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires originales qui explorent la complexité de la vie française dans toutes ses nuances. Dites-nous en commentaire quel moment du voyage d'Aline vous a le plus touché. Nous sommes impatients de lire vos réflexions.